L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons deux véhicules hybrides branchables à vous présenter. D'abord, nous avons en studio le Kia Sportage et un petit peu plus tard, Marc Bouchard arrive justement de faire l'essai du Mitsubishi Outlander. Et aussi à l'émission, je vais vous parler du Mustang Mach-E, quelques petites caractéristiques intéressantes qui ont retenu mon attention. À la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.TV ou via notre Facebook, c'est les façons de nous rejoindre. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Salut, mon cher. Oui, merci. Oui, ça va bien? Oui. On va aussi parler, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie intéressantes un petit peu plus tard. Ça va être le fun à ne pas manquer. Effectivement, il y a beaucoup de développement dans le monde de l'industrie, pas nécessairement juste au niveau des véhicules. C'est intéressant. Marc, tu es arrivé avec le Kia Sportage hybride branchable, Kia Sportage complètement redessiné. Ça fait un véhicule important pour Kia parce qu'il s'en est vendu beaucoup de par son format, mais on a décidé d'en faire un nouveau véhicule mondial et je pense que là, on a fait notre travail du côté de chez Kia parce qu'on a tout fait. Il y a même des versions à empattement plus long à l'extérieur. Il y a des... Vraiment, on a fait un véhicule mondial complet qu'on a redessiné de A à Z. Et évidemment, le hybride branchable faisait partie des plans parce que c'est la nouvelle technologie et du côté de chez Kia, on ne ménage pas, on y va avec le hybride branchable. Présente-nous ce véhicule. En fait, il existe aussi une version hybride pure, hein, on va le dire, là, et plus une version à essence traditionnelle. Donc, on est vraiment, on mange à tous les râteliers, qu'on disait, du côté de chez Kia. Effectivement, nouveau design, nouveau style, vraiment beaucoup plus dynamique. Un petit peu controversé, hein? On sait que chez Kia, on aime beaucoup ce genre de design-là, qui sont un peu uniques en leur genre. Moi, j'aime beaucoup. Ça lui donne une allure beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive. Mais la beauté de la chose, tu l'as mentionné, c'est l'aspect hybride branchable dans le cas de celui qu'on a en studio. Donc, un véhicule qui est muni d'un moteur turbo 1.6 et qui est jumelé à une petite batterie 13,8 kWh. Bon. L'inconvénient de la 13,8 kWh pour les propriétaires canadiens et québécois, c'est que malheureusement, elle n'est admissible qu'à la moitié des aides financières gouvernementales. On n'aura pas droit donc aux 10 000 $, mais bien juste à la moitié de tout ça. Et par contre, on a une efficacité qui est assez incroyable, puisqu'avec une batterie de cette nature-là, on promet 55 km d'autonomie. J'ai fait le test depuis quelques jours que je l'ai en ma possession. J'avoue que le mieux que j'ai fait, c'est 53, mais j'ai fait quand même là, plusieurs trajets différents. Puis j'ai pas tendance à avoir le pied très, très léger, il faut que je l'admette. Donc, je joue beaucoup avec les modes de conduite. On va y revenir, mais que je parle du Outlander un peu aussi tantôt. Et donc, c'est normal que je n'ai pas atteint ce sommet-là, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Ça nous donne un véhicule qui a quand même 261 chevaux, un véhicule qui est assez dynamique en conduite, bien sûr, qui profite de l'avantage électrique pour des démarrages un peu plus affirmés, mais qui a une belle douceur de roulement, qui est un peu plus rigide que ce à quoi on pourrait s'attendre. Évidemment, il y a le poids supplémentaire de la batterie et le fait que Kia s'est vraiment donné une personnalité plus sportive, donc ça vient avec, évidemment. Quant au reste, à l'ensemble, écoute, Jacques pourra en témoigner, l'intérieur est magnifique, c'est un véhicule qui est super fiable, super intéressant comme conduite et qui répond jusqu'à maintenant, en tout cas, aux promesses qu'on nous avait faites. Absolument. Jacques, ton regard sur ce beau véhicule? Mon regard, oui, merci. Merci, Dan. Je vais changer mes lunettes pour ça. Ouais. Bien, justement, poser de regard sur le véhicule, moi aussi, j'aime le look du véhicule. Quand je l'ai vu, ma première impression, j'avais été invité sur le voyage du premier Sportage qu'on nous avait présenté. Je me suis dit, mais il a donc bien pris de l'embonpoint. Il a donc bien engraissé, tu sais, puis il a pris en espace, il a pris en volume. Il a de l'air d'avoir pris aussi en maturité puis en solidité.
Puis effectivement, quand tu le regardes comme il faut, les roues 19 pouces, des pneus 235-55 par 19, il y a des freins d'une assez bonne dimension. Alors, pour le confort, ça fait le travail. Tu fais le tour, puis tu vas ouvrir le coffre arrière, par exemple, tu as un beau plancher plat qui est assez volumineux. Et ça permet justement de pouvoir mettre beaucoup d'objets. C'est facile d'aller les sortir aussi du coffre. Et il y a justement la fameuse trappe là, qui permet de mettre le cordon, tout ça, du PHEV en dessous du plancher. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Puis quand j'ai été vers l'intérieur, je m'assois dans le siège. C'est un siège que je dirais qui est fait pour toutes sortes de gabarits. Souvent, on embarque dans des véhicules que les sièges sont plus ajustés. Dans mon cas, je suis plus ajusté dans le siège, ajusté du dossier, etc. Je tombe dedans où je dis « Ah, ça, c'est fait pour moi ». Quand j'embarque dans celui-là, le plancher, le fond du siège est plutôt plat. Il est d'une bonne longueur. On a les jambes bien appuyées. Mais au niveau, dans mon cas, au niveau des routes sinueuses, etc., ou donner un coup de volant pour être obligé de changer de voie, je vais vraiment vaciller un peu comme je fais sur ma chaise. Ça va être un peu comme ça au niveau du confort. Mais en dehors de ça, la manette pour passer les vitesses, moi, ça, j'ai de la misère à m'habituer avec ça. Toi, as-tu de la misère avec ça? On est rendu, c'est pas mal tout comme ça maintenant. Il faut s'habituer à ce genre d'affaires-là. Mais tu as raison pour le siège. Même moi, j'ai le gabarit un peu plus large que celui de Jacques, disons-le. Et malgré tout, effectivement, il n'y a pas un support très intense au niveau de l'assise du siège. Heureusement, le dossier compense un peu, mais l'assise du siège n'est pas là. Petit bémol pour moi, c'est le système d'infodivertissement qui va bien, mais qui demande quand même une certaine recherche et qui n'a pas Android Auto et Apple CarPlay sans fil. En tout cas, s'ils l'ont, ils n'ont pas Android Auto, ça c'est sûr. Apple CarPlay, je ne sais pas, je n'ai pas d'iPhone. Mais donc, tu es obligé de le brancher, même si tu as une recharge par induction. Ça me dérange un peu. On dirait qu'on a comme sauté certaines étapes. C'est un véhicule qui vaut quand même plus de 50 quelques mille dollars. Là. Donc, on s'attendrait à avoir tous ces éléments-là. Un élément intéressant, il faut le rappeler, c'est un VUS. Ça veut donc dire qu'on est aussi capable de remorquer jusqu'à 2000 livres. Et ça, c'est pas inintéressant pour un petit véhicule comme ça. Bien, sa transmission est intéressante parce qu'on a une 6 vitesses régulière sur un véhicule hybride branchable. Ça, c'est un atout majeur. Effectivement, parce que souvent, on a tendance à se tourner vers la CVT qui limite un peu les capacités du véhicule. Dans ce cas-ci, puis on le sait, la 6 vitesses de chez Kia, elle est très, très efficace. Donc, ça va très bien. Honnêtement, c'est un véhicule qui a peu de reproches. On peut lui reprocher peu de choses, peut-être un prix un peu élevé, mais moi, j'aime le look, j'aime le style. Un peu, peut-être pas aussi enthousiasmant en conduite que ce à quoi je me serais attendu, mais évidemment, c'est un VUS hybride branchable, là. C'est pas une Corvette, là, on s'entend. Je suis curieux de voir dans les temps très froids le fil pour brancher le véhicule, combien il est flexible. Parce que j'ai remarqué en allant brancher un véhicule quand il faisait froid, comment la borne qui était là installée, le fil n'était pas pliable. Et tu te battais presque pour sortir le fil de là pour venir brancher ça avec la voiture. Et j'ai trouvé que le fil n'était pas long non plus. Je me dis, les gens qui se font installer des bornes chez eux et que le fil est à l'extérieur, qui traîne par terre, si on veut, de l'hiver, et qui n'a pas de flexibilité. Mais je pense que c'est important pour si on a besoin de s'acheter une borne, de voir est-ce qu'il y a un fil. Après quelques minutes où le courant a passé dans le fil, ça va mieux. Tu penses? Oui. Il gagne en souplesse, sans problème. As-tu regardé ton économie lorsqu'on y va en mode hybride? En fait, le surpoids, moi, j'ai fait quand même 220 km avec la voiture. Je suis parti, elle était pleine. Je suis arrivé, elle était évidemment complètement vide. Mais j'ai fait à peu près 7,9 litres au 100 jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est plus ou moins représentatif parce que c'est strictement de l'autoroute. Donc, la batterie s'est vidée extrêmement rapidement. Puis, il n'y a pas de régénération au freinage. Donc, je suis à 7,9 pour le moment. J'ose espérer qu'un usage plus urbain va me faire baisser ça. Kia annonce 6,7. Avec le moteur à essence seulement, l'équivalent de 2,7 litres au 100. Donc, on verra mais il y a une régénération au freinage, par exemple. Parce que, et modulable d'ailleurs, aussi, on peut jouer avec ça. Et qui se débranche à 5 km/h. Hein? Oui, il faudrait vérifier. Là, je pense qu'effectivement, c'est pas une conduite à une pédale qui permet de freiner complètement comme certains autres modèles. Là. Mais il y a une régénération au freinage, effectivement. Mais c'est les versions que j'aime le plus, hybride branchable. Je trouve que c'est l'idéal. N'oublions pas, Daniel, que pour la subvention du gouvernement, selon la grosseur de la batterie,
ce véhicule-ci, comme tu as dit tout à l'heure, est à la moitié. Les deux gouvernements, c'est 5 000 Ouais. de réduction. Ben oui, pourquoi pas. On va le prendre. On va y prendre pour le temps que ça va durer. Je ne Oui. suis pas certain que ça va durer, mais la formule du hybride branchable, si vous faites majoritairement de la ville, vous allez pratiquement vous débarrasser complètement du prix de Absolument. l'essence. 50 km, je pense que ça peut faire l'affaire pour la plupart des gens. Beau véhicule, beau design, belle construction. Kia sont sérieux dans leur véhicule. Peut-être qu'au niveau du prix, on est un petit peu proche du Sorento et là, on va devoir démarquer un peu les deux véhicules à un moment donné parce qu'au niveau des prix, ça se chevauche là, pour ce qui est du Sportage et du Sorento. Oui, bien surtout dans la version hybride branchable, là, évidemment, c'est beaucoup plus dispendieux. L'aide financière permet de corriger une partie de ça, mais tu as bien raison. Un dernier détail. Bien, quelques $1000 là, entre le Sorento PHEV et lui, il n'y a pas une grosse différence au niveau du prix. Là. Non, effectivement. Mais là, avec le 5000, ça aide un peu. Puis comme je disais, un dernier détail, regardez le logo en avant, le nouveau logo Kia. Juste, c'est une anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux, les gens cherchent maintenant les Sportage KN. Parce que le logo a l'air de KN, mais non, c'est bien Kia. Ça demeure un Kia Sportage. Il y a eu 30 000 recherches sur le Sportage KN, sur le Kia KN au cours des derniers jours. Ben, coudonc. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Oui. Alors, au retour de la pause, c'est les nouvelles de l'industrie. Restez avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Voici de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, tu commences avec quelle nouvelle? Une boîte manuelle? Oui, une boîte manuelle pour un véhicule électrique. C'est la nouvelle innovation que Lexus veut faire, en fait. C'est un peu particulier parce qu'on sait qu'actuellement, quand tu conduis une voiture électrique, tu sais comme moi, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de transmission. Non, c'est linéaire. C'est linéaire, ça accélère. Et ça fait partie des choses que les gens aiment moins au niveau de la conduite des véhicules électriques. En fait, selon un sondage que Lexus aurait fait, on dit que ça fait partie des principales insatisfactions des gens, tout ça avec le bruit du moteur qui est absent. Donc, les gens veulent essayer de créer un enthousiasme pour la voiture. Et pour faire ça, bien, ils ont décidé de créer une boîte manuelle. Tu auras compris que c'est une boîte simulée, hein? Donc, c'est strictement... C'est de l'électronique, c'est de la programmation, mais quand même, ça me semble pas vraiment évident. Non, en fait, ça semble assez complexe. Première des choses, Lexus n'a même pas de véhicule électrique. Non, d'une part. Mais en fait, ils ont fait le test avec un UX U300 électrique qui ont créé un prototype pour l'occasion. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment modifié l'espèce de réponse logicielle du véhicule pour simuler effectivement une boîte manuelle, un peu comme on le fait probablement avec les CVT, là, où on simule des choses. Ils ont même, écoute, sont allés très, très loin parce qu'ils ont créé des différents modules de conduite et ils ont même fait un changement, un bruit, comme si tu changeais de vitesse. Un cliquetis, comme si tu changeais de vitesse. Et, attends une minute, 3 pédales. Okay. Donc, tu auras une pédale simulée d'embrayage, un pommeau de vitesse comme les vrais et un compte-tours. Évidemment, le compte-tours va être simulé encore une fois parce que tu ne comptes pas les tours d'un moteur électrique de la même façon que tu comptes celui d'un moteur à essence. Bon, évidemment, à partir de là, il y aura toutes sortes de modifications à faire, bruits de moteur qui vont changer, les espèces de, ce qu'on appelle les rev matching, là, les espèces de talons-pointe que l'on fait faire par la voiture. Simulé par la voiture, ça va être là. Les sons vont sortir par les haut-parleurs de la voiture. Donc, on est vraiment en train de créer une espèce de programme de bruit. Tu es en train de me dire qu'on va avoir en option la boîte manuelle qui va coûter 5 000 $ parce que c'est quand même assez complexe. C'est exactement ça, en fait. On dit que ça va être une option. On n'a pas parlé du prix. 5 000, je te le laisse. Mais écoute... Ce qu'ils disent, en fait, ce que l'ingénieur en chef dit que c'est la seule affaire qu'on n'a pas réussi à reproduire pour avoir vraiment une conduite électrique qui est similaire à celle d'un véhicule à essence, c'est l'odeur de l'essence.
Ça, c'est pas nécessaire. C'est absolument pas nécessaire, ni le prix d'ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. Alors bref, donc, tu auras maintenant peut-être une Lexus, éventuellement, une Lexus électrique avec une boîte manuelle. Peut-être une version sportive, là, ça peut avoir sa place. Sinon, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Bon, la question, c'est est-ce que les gens vont vraiment être prêts à payer un supplément pour ce genre de choses-là, qui est une simulation logicielle? On pourra en discuter longuement. Parce que là, maintenant, ce que les fabricants veulent, c'est qu'on commande nos véhicules, on précommande nos véhicules. Ouais. Et si tu oses précommander ton véhicule manuel électrique dans les premières générations sans jamais avoir essayé, avoir la sensation, savoir comment le passage des vitesses se fait, si c'est satisfaisant. Parce que les gens qui conduisent manuel ou qui aiment conduire manuel, des puristes, là, Oui, oui. si tu leur arrives avec quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo, là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Effectivement. Donc, c'est sûr que Hâte c'est de voir. un solide défi, là, mais ça sonne plus comme une bébelle, honnêtement, que comme une réalité mécanique. Par contre, les mises à jour, puis les mises à jour logicielles, ça semble devenir de plus en plus courant. Et c'est le cas chez Volkswagen, qui, avec la ID4, est en train de se mettre à jour, les fameuses mises à jour là, over the air, entre autres. Mais là, il va aussi falloir aller chez le concessionnaire. Parce que là, il y a toute une mise à jour qui va être faite. Il y a plusieurs modifications qui vont être faites, entre autres au niveau du système de navigation. Ça va permettre de mieux retrouver des bornes, entre autres du réseau Electrify Canada et America, parce qu'on a une entente du côté de Volkswagen avec cette compagnie-là. Ça va. On va pouvoir filtrer aussi les bornes de recharge en fonction de leur niveau de charge. Si tu en veux une de 200 kW ou plus, tu pourras donc, à partir du système d'infodivertissement, juger tout ça. Sauf que ce que ça va surtout améliorer, en fait, c'est la vitesse d'exécution du système d'infodivertissement, qui était, on le sait, une catastrophe sur le ID4. D'une lenteur épouvantable. Bon, les nouvelles générations, on a mis des processeurs plus rapides, mais sur la mise à jour dont je te parle, c'est pour les premières arrivées, 2021, les premières 2022, où là, on dit qu'on va améliorer la vitesse. Mais évidemment, on n'a pas changé les processeurs, donc ça ne sera probablement pas si rapide que ça, mais on va l'améliorer. On dit que ça va aussi améliorer le cockpit, le ID cockpit, que l'on peut personnaliser. Et il y aura des affaires, là, des données de conduite, température ambiante qu'on va pouvoir gérer à distance, et un système auto-hold, donc qui va permettre de maintenir la voiture en arrêt, ce qui se faisait en pente. Là. Mais aussitôt que tu vas lever le pied de la pédale de frein, ça va rester là. Et l'autre affaire et la raison pour laquelle tu vas devoir aller chez le concessionnaire, c'est qu'on va aussi changer ta batterie 12 volts parce que les anciennes batteries 12 volts de la ID4 ont eu quelques problèmes. Donc, on va les changer en même temps. Donc, une mise à jour importante pour les propriétaires de ID4. Je pense que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. On est habitué, pour les rappels du côté de chez Volkswagen, là, on ne prend pas de chance. On fait tout d'un coup et je pense que c'est une bonne affaire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Ouais. Chez Toyota, on a officialisé la fin d'un véhicule qui n'a pas eu tout à fait le succès voulu. C'est le CHR. Un petit utilitaire, pas de rouage intégral, qui avait un style particulier. Tout ce qui lui manquait, il y a un très beau style, avant, arrière, parfait, belle dimension, mais pas de système traction intégrale disponible et un prix beaucoup trop élevé. Effectivement. Si on avait ajusté, il était 5 000 trop cher, ce véhicule-là. C'est pas compliqué, là, 5 000 trop cher. Mais avec un système, au prix où il était, avec un système traction intégrale, parfait. Il aurait été parfait. Écoute, on n'en a pas vendu beaucoup. La meilleure année, c'est 8 000 unités qu'on a vendues au Canada. C'est vraiment infime, infime. L'autre élément dont il faut parler, c'est qu'on a vu au Salon de Los Angeles où j'étais le nouveau prototype BZ3. Qui est à peu près le même format, à peu près le même genre de silhouette, mais qui est 100 électrique. Alors, est-ce que ça pourrait être le remplaçant? C'est clair que ça va être le remplaçant. À mon avis, c'est là qu'on s'en va, tout simplement, du côté de chez Toyota. Du côté de l'Acura, je sais que tu n'as pas encore eu l'occasion d'essayer la nouvelle Integra. Moi, je l'ai eu au cours des derniers jours. Ça va relativement bien, agréable. Mais là, on s'en vient avec une Acura Integra type S. On l'attendait parce qu'évidemment, on cherchait la voiture la plus sportive possible. Évidemment, la type S, on n'a pas donné toutes les caractéristiques. On sait seulement qu'elle va avoir le même moteur ou à peu près que la type R du côté de la Civic. Donc, on estime, Acura a dit que ce serait plus de 300 chevaux. On sait que c'est 315 du côté de la Honda Type R, donc on devrait être à peu près dans ce niveau-là aussi. Mais la réalité, quand on les met sur un dyno, c'est que c'est 5 à 10 plus que ça dans la vraie vie. Donc, on devrait avoir un véhicule assez sportif. Écoutez, j'ai hâte de voir le prix, par contre,
parce que la Type R, je te rappelle qu'elle est à 50 000 du côté de chez Honda. Ça va être plus élevé que ça. Déjà, l'Integra, elle est 5 000 de plus que son équivalent Civic. Alors, ça risque d'être dans les 60 000 ce qui commence à être pas mal d'argent. Pour une Civic bien dimanche? Oui, c'est ça. Ça commence à être pas mal d'argent. Par contre, bonne nouvelle, boîte manuelle, différentiel à glissement limité. Donc, une voiture qui va vraiment être tournée vers la performance. Là, au moins, on démarque la Civic de l'Integra. On fait quand même... On sait que l'Integra, c'est une Civic SI. Oui. Mais là, on démarque vraiment les deux véhicules. Mais on va voir. Hâte de voir. On verra ce que ça va donner. Dans la série des bonnes nouvelles économiques au pays, GM qui a officiellement ouvert l'usine Cami, donc l'usine installée en Ontario pour la production de fourgons électriques. Donc, on a, comment ça s'appelle, les Bright Drops, c'est ça qu'on est, c'est à Ingersoll, c'est en Ontario. On a ces 2 millions de pieds carrés qui sont consacrés uniquement à ce genre de véhicule-là, qui arrive en compétition directe avec le Ford e-Transit. On sait que les autres vont arriver aussi bientôt au cours des prochaines années. Là, entre autres, le ProMaster et le Sprinter qui devraient arriver aussi en version électrique. Donc, GM a pris une bonne position et c'est au Canada. Ça arrive de où, ça? C'est assemblé ailleurs, c'est sûr. C'est pas un design de GM, c'est un véhicule existant qui arrive de quelque part, ça. En fait, c'est le Zevo 600, le vrai nom. C'est la même usine. Ça a déjà été existé. Ça doit arriver de la Chine ou ça doit être... On doit reprendre un véhicule qui Probablement. arrive de la Chine. C'est pas un véhicule original GM. Ça, je suis persuadé de ça, mais j'ai pas été capable d'aller savoir d'où ça vient. Non, moi non plus, effectivement. Puis on nous dit que c'est un véhicule qui a été destiné pour Bright Drop. Mais bon, j'en sais pas plus. Il y aura donc DHL qui a déjà commandé ses premiers. Enfin, une dernière petite nouvelle, toujours dans la série des usines canadiennes. C'est le Honda CR-V qui est assemblé chez nous. Mais là, il va y avoir une version à hydrogène. Elle ne sera pas assemblée au Canada, cependant. Mais en 2024, Honda a confirmé qu'on aurait une version à hydrogène. Mais attention, pas à hydrogène seulement, à batterie et à hydrogène. Donc, c'est une espèce de version hybride branchable mélangeant l'hydrogène et la batterie lithium-ion. Ça va être assemblé aux États-Unis. On sait que Honda a déjà investi des millions de dollars dans un réseau de recharge d'hydrogène aux États-Unis, en Californie notamment. On devrait faire la même chose au Canada, probablement. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pour 2024. On a déjà des véhicules hydrogène chez Honda depuis fort longtemps. Clarity. Ça roulait depuis longtemps. Là, on persiste et signe. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'hydrogène. Puis, on cherche peut-être déjà à voir qu'est-ce qu'on peut faire après l'électricité ou en parallèle avec l'électricité. Puis, hydrogène, hybride branchable, pourquoi pas? Bon, moi, je pense que ce serait une belle solution. Ça te permet d'avoir la longue distance et les plus courtes. Ce serait parfait. Merci beaucoup, Max. Ça m'a fait plaisir. Alors, voilà, au retour, on vous parle du Mitsubishi Outlander PHEV. Restez avec nous. Voilà, de retour, on poursuit sur notre thème des véhicules PHEV branchables et tu es allé faire, Marc, l'essai du Mitsubishi Outlander, véhicule très important pour Mitsubishi surtout. Un véhicule très important dans le segment des PHEV parce que ça a été pendant longtemps le plus vendu au monde dans cette catégorie-là. Bon, tu me diras que c'était un des seuls, mais quand même, c'est un véhicule qui effectivement est très important pour Mitsubishi parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On sait qu'il y avait l'ancienne génération, on avait modernisé celui à essence et on attendait la nouvelle technologie du hybride branchable. Elle arrive. Même plateforme, cependant, que celui à essence. Plateforme partagée aussi avec le Nissan Rogue, mais il y a quand même des particularités intéressantes. D'abord, le véhicule a 62 mm de plus en longueur qu'un Rogue, ce qui lui permet d'avoir théoriquement 7 places à bord. Je dis théoriquement là, parce que les 2 places arrière sont un peu symboliques. C'est vraiment pour des enfants. J'ai essayé de me glisser, puis bon. On oublie ça, on n'a pas d'image, puis ça va être correct comme ça. Et par contre, l'autre élément qui est très important, c'est que comme c'est un hybride branchable avec rouage intégral, on a voulu installer à l'arrière un autre moteur électrique pour assurer le Super All-Wheel Control. Et donc, il a fallu modifier la plateforme qui devient plus différente encore de celle de Nissan, ce qui n'a pas handicapé la rigidité. Parce qu'on sait que la première génération du PHEV était un peu molle, on n'aimait pas trop ça. Et là, maintenant, on a vraiment considérablement amélioré le tout.
sous le capot. Oui, c'est ça. C'est le système là, qui est intéressant. Est-ce qu'on a conservé à peu près le même système qu'on avait par le passé? Bien, on a modifié ce système-là considérablement. Je l'ai dit, deux moteurs électriques plus puissants à l'avant et à l'arrière. On a un moteur 4 cylindres, 2,4 litres à essence qui est là. Donc, ça, c'est peut-être le handicap. C'est le plus vieux moteur. Ça consomme un peu plus que ce qu'on pourrait souhaiter. En revanche, on a considérablement augmenté la batterie qui passe de 13,8 à 20 kWh pour une autonomie complète de 61 km. Bon, ça, c'est l'autonomie annoncée et plutôt conservatrice de Mitsubishi, il faut le dire, parce que chez Mitsubishi, on a vraiment misé beaucoup sur les modes différents. Donc, on a 4 modes. On a vraiment un mode hybride traditionnel, là, c'est la voiture qui décide entre les deux. On a un mode où on peut être 100% électrique quand la batterie est suffisamment remplie, évidemment. On a un mode qui s'appelle le mode Save. Donc, à ce moment-là, tu es uniquement sur le moteur à essence et tu conserves ton énergie pour un usage ultérieur. Et tu as même un mode Charge où là, ton moteur à essence peut servir à recharger ta batterie. Ça, je ne le conseille pas. Moi, je l'ai essayé. La consommation d'essence est vraiment très élevée et ça ne donne absolument rien. Bon. Quand on a fait l'essai, on était dans la région de Vancouver. Je n'ai pas écouté les directives, je suis très honnête. C'est tes photos, ça? Ce sont mes photos sous à la Vancouver neige. avec de la neige de même? Oui, monsieur. Et cette soirée-là, nous, on a été chanceux. On a eu quelques centimètres, mais le soir même, il y avait la grosse tempête qui a paralysé une autoroute pendant des heures. Nous, on était soigneusement à l'abri dans l'hôtel. Mais tout ça pour dire que, moi, je n'ai pas écouté les directives. OK? Il y avait une espèce de concours de consommation que je n'ai pas respecté du tout en m'en allant. Pas nouveau. Non, effectivement. Mais j'ai utilisé tous les modes de conduite. Donc, j'ai joué avec le mode Charge, j'ai joué avec le mode Save, mais aussi, j'ai utilisé le Super All-Wheel Control, le fameux rouage intégral, qui a 7 modes de conduite différents. Tarmac, gravel, neige, bien entendu, et un mode Power qui te permet d'aller chercher un peu plus de puissance. Bon, en utilisant ça, évidemment, ça compromet considérablement l'autonomie, ça compromet aussi la consommation. Mi-chemin, 9,8 litres au 100. C'est pas mal, c'est beaucoup. Quand on est redescendu, j'ai choisi de respecter un peu plus la personnalité du véhicule. J'ai joué avec les mêmes modes, mais en étant un peu plus doux sur l'accélérateur, j'ai terminé ma journée à 6,4 litres au 100. Ce qui est quand même excellent pour un véhicule de cette taille-là, il faut le dire. Véhicule qui est spacieux, on le dit, confortable, bien assemblé, qui a un style assez particulier. Ouais. Là. On aime ou on n'aime pas. Bien, je m'habitue, moi. Ben, moi, je ne déteste pas. Mais là, je trouve ça très moderne. Surtout qu'on a un peu plus limité le chrome, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que quand tout est en chrome, c'est vrai que c'est un peu intense, mais ça, c'est bien fait. Le bémol, il y a quelques petits bémols, bien sûr. D'une part, la troisième rangée, je l'ai dit, elle est symbolique, et quand on l'utilise, il y a des appuis-têtes qui sont comme des panneaux d'autoroute. Là, tu ne vois plus rien en visibilité arrière. Ça, c'est le défaut, évidemment. Système d'infodivertissement qui n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter, mais c'est quand même pas un gros handicap. Et le prix, c'est quand même un véhicule qui varie de 46 à 56 000 ou à peu près. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que parce qu'on a maintenant une batterie de 20 kWh, on est capable d'aller chercher l'aide financière maximale pour un hybride branchable, soit 10 000 des 2 paliers de gouvernement. Ça aussi, ça paraît considérablement sur le système. C'est la raison pour laquelle il était déjà par le passé populaire avec les rabais. Ça devenait un véhicule hybride branchable vraiment abordable. Là, au niveau des prix, même si on a les rabais, ça reste quand même assez abordable. Oui, bien écoute, de 46 à 56 000, comme je te dis, on est à peu près comparable avec ce qui se fait ailleurs, d'autant que, comme je dis, on a 10 000 Tu sais, précédemment, dans l'émission, on parlait du Kia Sportage PHEV, qui, lui, n'avait que 5 000 mais qui était à peu près dans la même fourchette de prix. Donc, évidemment, ça lui donne un avantage indéniable. Autre avantage dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est la recharge. Parce que, bien sûr, on peut le brancher sur une borne niveau 2 à la maison. Ça va prendre 6h30 ou à peu près pour une recharge complète. Mais il est aussi compatible avec les bornes de niveau 3, les bornes rapides. 50 kW, ça permet de te recharger 80 % en 38 minutes. Donc, c'est le seul, en fait, des PHEV qui est actuellement disponible, compatible avec ce genre de bornes-là, de bornes rapides. Donc, ça, c'est du côté de Mitsubishi, on a parlé de l'approvisionnement. Est-ce qu'on va en avoir en quantité suffisante? Parce que
On sait très bien que là, on peut aller chercher des ventes à Toyota avec son RAV4 Prime qu'on ne réussit pas à suffire à la demande. Bon, on nous a dit que oui, sans vouloir s'avancer évidemment sur des nombres, sur des chiffres précis. Moi, j'ai posé la question. Oui, dit-on, on va fournir à la demande, mais on ne sait pas évidemment dans combien de temps. Ça, c'est le principal défaut. On a plus misé, quand on nous a fait la présentation, sur tout l'aspect technique, l'aspect technologique du véhicule. Comment, par exemple, le fameux SAWC. On avait avec nous le concepteur de ce système-là, un Japonais, un monsieur qui s'appelle M. Honda, par ailleurs. Bon, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, mais qui est effectivement le concepteur de ça, qui nous expliquait qu'il est même allé, et lui-même est un bon pilote, et il a testé son système dans le Outlander PHEV sur des étapes de rallye, entre autres, et sur des chemins de gravier pour le rendre vraiment le plus efficace possible. On a donc le même genre de tenue de route, si l'on veut, qu'on aurait sur n'importe quel véhicule un peu plus sportif. Et bien sûr, c'est un Mitsubishi. 10 ans de garantie sur le groupe autopropulseur, on le sait, et 10 ans de garantie sur la batterie. On sait que de plus en plus de gens s'inquiètent de la durée de vie des batteries. Alors, avec 10 ans de garantie, je pense que là, on n'a pas trop à s'en faire avec ce système-là. Oui, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Alors, beau véhicule, PHEV, évidemment. Bon, c'est le côté branchable. Puis on nous dit qu'il y a même du monde qui ont fait au-delà de 70 km d'autonomie. Oui, bien écoute, nous, donc, on a fait... c'est pas de l'utopie. Non, puis il y a 5 modes de régénération. Donc, tu peux jouer avec la régénération. Le bémol, encore une fois, on a mis une conduite à une pédale que tu peux activer. On appelle la pédale intelligente ou, je ne sais pas, innovante. Bien, on est très, très près de Nissan. Hein? Oui, mais par contre... La e-pédale ne doit pas être loin là-dedans. Par contre, elle ne freine pas au complet. Okay. Donc, elle ne t'immobilisera pas. À 5 km/h, elle va se redéclencher et tu dois vraiment appuyer sur la pédale de frein, contrairement à d'autres modèles du genre qui peuvent littéralement... la Leaf, avec la e-pédale, tu peux l'arrêter complètement. Exactement. Dans ce cas-là, elle ne s'arrête pas complètement. Par contre, elle a tous les autres systèmes aussi, l'aide en descente, par exemple. Alors, c'est vraiment un VUS complet avec un PHEV. Belle stratégie de la part de Mitsubishi. Si on est capable de fournir, à mon avis, on va en vendre pas mal. Absolument. Merci Marc. On se reparle tout à l'heure pour répondre aux questions du public. Avec plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient rester. Je suis présentement avec le Mustang Mach-E. On vous a parlé de ce véhicule-là en long et en large à Virage, je le sais. J'ai chiolé sur le nom en long et en large aussi, je le sais, mais ce n'est pas là le point aujourd'hui. Je suis à bord du véhicule parce que je veux vous parler de l'intérieur du véhicule, parce que je le conduis depuis un certain temps et il y a plein de choses que j'apprécie dans ce véhicule-là et des caractéristiques même uniques. Si on regarde du côté de l'aménagement, bien, du côté de chez Ford, on a fait un travail exceptionnel. On a laissé un cadran à l'arrière du véhicule normal, donc qui nous permet de garder les yeux sur la route. Ça, j'apprécie ça énormément. On a aussi un iPad ici qui est grand, un peu mal intégré, mais au niveau des fonctionnalités, j'ai apprécié jouer là-dedans. Ça prend 2-3 minutes, là, mais après ça, on commence à s'y retrouver et on apprécie vraiment l'information et de la façon aussi que Ford a placer l'information dans le système. On peut personnaliser aussi son véhicule si on est 2 ou 3 conducteurs. C'est une caractéristique que j'aime beaucoup. Si on regarde la console centrale, ça s'immisce dans les nouveaux véhicules électriques. Donc, les véhicules électriques de nouvelle génération, et j'entre là le Kia EV6, la Ioniq 5 de Hyundai. C'est des véhicules qui nous laissent beaucoup d'espace à l'intérieur. Alors, lorsqu'on conduit le véhicule depuis un certain temps, moi, je me suis aperçu que j'apprécie justement cet espace-là. J'apprécie de la façon qu'on l'a modulé également. On en a placé un petit peu partout et ça fait en sorte que ça facilite la vie. Ça normalise un peu le véhicule également parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans une soucoupe volante. On a l'impression d'être dans un véhicule pratiquement normal avec un peu plus de rangement. On a même laissé une molette traditionnelle chez Ford justement pour nous rappeler qu'on ne conduit pas un véhicule spatial, mais bien un véhicule normal. Plusieurs choses aussi au niveau du confort. Je sais qu'il y a plusieurs modèles dans le véhicule, mais les sièges ici dans le modèle premium que nous avons sont très confortables, laissent beaucoup d'espace également. Bon support, parce que des fois, une Mustang Mach-E, on a l'impression, puis on veut la dynamiser un petit peu, donc on pèse, on appuie sur l'accélérateur, on est bien supporté par les sièges. Arrière, beaucoup d'espace sur les passages arrière, beaucoup d'espace pour le rangement également. C'est un sport utilitaire utile, on peut placer des objets dans le coffre sans aucun problème. Si on regarde maintenant
le comportement lorsqu'on roule avec le véhicule. Je le sens un peu lourd, évidemment. Il y a beaucoup de batterie. Le centre de gravité est un petit peu plus haut qu'une voiture normale, mais ce n'est pas pénalisant sur la tenue de route du véhicule. On peut s'amuser, on peut utiliser le couple abondant du moteur électrique. On appuie, puis on sent qu'on a vraiment beaucoup de couple. Comme je l'ai dit, là, du 0-100 en 3.9 pour le modèle GT Performance. Mais le Premium comme ça, on est en bas de 5 secondes, donc ça déménage. C'est un véhicule électrique. Ce que j'apprécie, c'est le silence de roulement. On appuie sur l'accélérateur, un petit bruit du moteur électrique, c'est tout. C'est apaisant, c'est le fun, j'aime ça. Et le soir, avec les lumières qu'on a placées à bord du véhicule, il me semble qu'on roulerait à l'infini avec un véhicule comme ça. On se sent bien dans le véhicule. D'autres choses, évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs modèles de Mustang. Le modèle Select à 50 000 est éligible au rabais du gouvernement lorsqu'on monte, évidemment, dans les groupes d'options puis qu'on s'en va dans le Premium, dans le California ou dans le GT Performance. Évidemment, la facture augmente, mais aussi on peut avoir davantage d'autonomie parce que ça part à 397 km d'autonomie le véhicule et on va jusqu'à 505. Alors, vous pouvez quand même personnaliser votre véhicule selon vos besoins. Si vous allez peut-être un peu plus souvent à l'extérieur, on privilégie le California à 505 km d'autonomie, mais vivre avec le Mustang Mach-E, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut embarquer dans le véhicule, il faut débarquer du véhicule. Ce que j'apprécie énormément et ce que j'incite les autres fabricants à copier, c'est les ouvertures de portes électriques que la Mustang Mach-E possède. Facile à ouvrir, facile à débarquer du véhicule. Plus besoin de se casser le poignet, là. Simple petite planche comme ça, ergonomique, c'est vraiment très bien pensé, très bien fait. Alors, plusieurs belles caractéristiques à l'intérieur du Mustang Mach-E que j'apprécie. Je voulais simplement vous les partager. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Première question, messieurs, monsieur Poisson, une facile là, pour commencer. Lui, il veut savoir si les sièges de la Bolt EUV sont plus confortables que la Bolt 2019. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a changé le véhicule, c'est les sièges. Oui, absolument, absolument. Ils sont beaucoup plus confortables. J'imagine qu'il y avait une Bolt d'auparavant, 2018-2019, quelque chose du genre pour savoir que les sièges étaient inconfortables à ce moment-là. Et c'est les plaintes qu'on avait eues à ce moment-là aussi, davantage. La nouvelle, il n'y a rien à redire dessus. J'ai fait du chemin avec une, puis j'ai bien aimé. C'est la seule voiture dont je connais des propriétaires qui ont payé pour faire changer leur siège. Sincèrement, là, c'est même pas une blague. C'était vraiment les sièges les moins confortables de l'industrie. Heureusement, on l'a changé rapidement. C'est une bonne nouvelle. Alors, on a M. Yves, lui, qui a une bonne question concernant l'essence parce que, si je résume, lui, il dit « En faisant le plein de ma voiture, j'ai réalisé qu'il y a un problème avec le système de pompe, les pompes à essence, parce que sa voiture demande de l'essence maximale, octane maximale, donc du super, du suprême, appelez-le comme vous voulez. Mais il dit, lorsque je fais le plein, on me charge, évidemment, les premiers millilitres, les premières gouttes qui tombent sont chargées au prix du suprême, mais si la personne avant moi a fait un plein avec l'essence régulier, il dit, je paye probablement 1 ou 2 litres d'essence régulier au prix du super. Est-ce que ça, c'est un problème? Parce qu'en Europe, il y a des pistolets pour chacun des types d'essence. Alors, évidemment, la première goutte, c'est l'essence qu'on paye, évidemment, et qu'on choisit, qui est dans le véhicule. Alors, c'est peut-être pas si grave que ça. Non, parce qu'en fait, bon, j'avoue que tu m'avais donné la question avant parce que ça nécessitait certaines recherches et effectivement, ça a pris quelques minutes. Il faut savoir qu'il y a une pompe à essence, la façon dont c'est fait. Vous avez le tuyau qui, effectivement, contient quelques dizaines de millilitres d'essence. Au bout de ça, il y a ce qu'on appelle une pompe à mélanger. Cette pompe-là, elle est reliée à 2 réservoirs, le super et le ordinaire. Si vous prenez du super, c'est le super Q. Si vous prenez l'ordinaire, si vous prenez celui entre les deux, bien, les deux font un mélange, 50 %. Donc, la seule vraie portion où il y a effectivement de l'essence précédente, c'est dans le tuyau. Donc, on parle de quelques dizaines de millilitres à peine. Le reste, c'est vraiment pompé en fonction de votre sélection.
je vous dirais que vous perdez peut-être 8 cents par plein. Là. Je ne pense pas que ce soit dramatique. Oui, bien, on ne sait pas exactement la quantité, là, mais c'est moins d'1 litre. Ça, c'est certain que vous ne payez pas 1 litre. C'est pas une grande quantité. Vous n'avez pas 1 litre d'ordinaire au prix du super, ça. C'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Autre question, cette fois-ci, de M. Laurent qui dit « Bonjour, selon vous, est-ce que la Ioniq 6 est la même chose que la Ioniq 5? » Je pense bien que oui. Et, donc, au niveau de la grosseur, il dit « Je voudrais plutôt un véhicule régulier, mais de la grosseur d'un Kona ou d'un Accent. Donc, on voudrait une petite voiture sous-compacte, 100% électrique. » C'est difficile de la part des fabricants, mais la Ioniq 6 commence à s'y rapprocher. Là. En fait, la Ioniq 6 a à peu près le même empattement que la Ioniq 5. La différence, c'est évidemment au niveau du format, de la forme elle-même. Mais il faut voir l'espace arrière là-dedans. Là. C'est vraiment très, très, très spacieux, plancher plat. Donc, on a à peu près la même longueur que la Ioniq 5, à quelques millimètres près, mais c'est la forme qui est bien différente. Là, on parle vraiment d'une berline, pas d'un VUS, pas du tout. Et pour tout le reste, cependant, c'est la même motorisation, je vous le dis, pour l'avoir vu, là. Et par contre, elle a 100 km de plus d'autonomie à cause justement de la forme et de l'aérodynamisme. On a tellement peaufiné les détails qu'on a 100 km de plus d'autonomie, mais en termes de format, effectivement, on est à peu près à la même chose. Mais je me rends compte que le véhicule, donc évidemment, là, la compacte qu'on connaît, c'est peut-être le Tesla Model 3 dans la voiture. C'est ce qu'on recherche et l'industrie automobile, à part Tesla, semble avoir de la misère à nous apporter vraiment un véhicule voiture, mais on les a abandonnés avec les modèles à essence. Alors, on ne voudra pas plus en faire dans la version 100% électrique. On va se diriger. Mais là, je pense que ça va être une bonne solution, la Ioniq 6, si on peut en avoir en quantité suffisante, évidemment. Ouais. Je lisais un article comme quoi que Tesla nous proposerait prochainement une Tesla 2, alors, qui est beaucoup plus petite au niveau dimension. Si monsieur cherche une voiture plus compacte, ce sera fort probablement. OK, on attend Tesla 2 dans 5 ans parce qu'on a pris, c'est gros. quoi, là? Le Cybertruck est toujours pas là, Jacques. Là. Non, t'as raison. Mais il y aura effectivement d'autres modèles, disons, qui vont arriver chez d'autres fabricants qui vont être plus petits, supposément. Mais quand je regarde cette question-là, je me dis, bien, la Bolt est peut-être le véhicule le mieux adapté. C'est un véhicule à ion. Oui. Monsieur veut avoir un véhicule régulier, une berline. Un véhicule régulier, c'est la Ioniq 6 qui, jusqu'à maintenant, est la seule. Mais on n'a pas fait de compromis sur l'espace arrière, ça, je peux vous le dire. Là. Il y a vraiment il livre ces véhicules à ion. Tout ce qui existe dans le petit véhicule, quand même abordable, Kona, ces affaires-là, tous des petits véhicules à ion. Donc, la Ioniq 6 semble être la seule alternative au Tesla 3 qui est rendu un prix quand même assez dérisoire. Guy, il dit, je voudrais acheter une CX-30 de Mazda pour faire de la route. Je fais entre 30 et 60 000 km par année. C'est la garantie limitée qui m'attire. 30 à 60 000 km, là, c'est du simple au double. J'imagine que ça dépend des années. Puis l'alternative, c'est d'aller du côté de chez Mitsubishi, qui eux aussi ont une garantie de 160 000 km, effectivement. Donc, CX-30 pour faire de la route. Il va faire de la route. Il va faire de la route mécaniquement, va être très bien, va être agréable. C'est bien construit. Moi je n'aurais pas peur d'acheter un véhicule semblable. Je ne prendrais pas le modèle GT, c'est le modèle GT qu'il y a là-dedans par rapport aux roues, justement, par rapport aux roues ou aux pneus, pour avoir un véhicule avec plus de confort. Et ça ne dépend pas du véhicule, ça dépend de l'état des routes qu'on a, nous, ici au Québec, parce que tu conduis la même voiture aux États-Unis et c'est totalement différent. Alors, du côté de Mitsubishi, malheureusement, il devrait si on parle du même format, ça veut dire aller vers le RVR. C'est ça. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire 60 000 km par année dans un RVR. Eclipse Cross. Plus peut-être. Effectivement, un meilleur choix. Peut-être le meilleur choix. Mais dans les deux cas, Guy, vous allez avoir 3 ans de garantie. Parce que si vous faites le maximum à 60 000 km, 3 ans, 180 000 km, donc chez Mitsubishi, vous allez manquer un petit peu 20 000 km. Mais du côté de chez Mazda, c'est vraiment, vous allez avoir une garantie complète de 3 ans. Mais là, est-ce que vous travaillez avec votre véhicule? Du côté de chez Mazda, si on travaille avec le véhicule, je ne sais pas si ça change quelque chose au niveau de la garantie, je pense pas. Je pense pas. Alors, vous allez avoir au moins un 3 ans complet pour votre garantie, mais 180 000 km en 3 ans, vous n'êtes pas souvent chez vous, mon ami Guy.
Paul, je voudrais commander le nouveau Honda HR-V. Vous en pensez quoi? Bien, on l'a pas encore. Moi, je ne l'ai pas encore eu en essai, ce véhicule-là, alors je l'attends. Visuellement parlant, déjà, je sais que ça ne m'emballe pas tant que ça. Alors, j'ai hâte de voir le rendement du véhicule. Je ne l'ai pas encore essayé. Du côté de chez Honda, je pense qu'on va nous les envoyer après les fêtes. On va être capable de vous en parler plus. Moi, tu vois, je ne suis pas emballé non plus par le HR-V qui a perdu ses Magic Seats. Je trouvais que c'était son principal avantage et malheureusement, il ne les a plus. Et chez Honda, cette année, bien, ils nous rendent la vie pas facile avec des véhicules qui sont corrects, là, qui vont bien, mais dont les prix ont littéralement explosé. Là. Regardez le nouveau Pilote, c'est fou. Le nouveau CR-V, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai quelques hésitations, mais évidemment, ça va être une question de rendement pour le HR-V. Moi, je trouve que Honda ont perdu leur coup de crayon qu'il y avait, qui était intéressant, et plaisir de conduire. Alors, puis on ne l'a pas eu, nous autres non plus. On se fie à ce qu'on voit de sketch et cités-là. On va y répondre après les fêtes. On va pouvoir en parler. Cédric, il dit « Mon oncle vend sa Mercedes S550 2008, propulsion, 106 000 km. Pensez-vous que je peux l'utiliser l'hiver? J'ai une bonne offre, donc je pense que vous faites un bon deal. Vous allez avoir des beaux parties de Noël parce que dans la famille, on va garder des bonnes relations si votre mononcle vous fait un bon prix. Oui, ça se garde l'hiver et ça se conduit l'hiver. Il ne faut pas oublier que des tractions ou encore les tractions intégrales, ça n'existait pas à un moment donné, puis on avait des hivers, puis on réussissait à conduire nos véhicules. Le système de traction de propulsion avec anti-patinage fait un bon travail. C'est pas l'idéal, mais ça se fait, vous pouvez l'utiliser l'hiver. Absolument. Puis c'est une S, c'est gros, c'est lourd, des bons pneus, d'excellents pneus. C'est toujours le meilleur conseil dans un cas comme ça. La seule chose que moi je vois, c'est au niveau de l'entretien de ce véhicule-là. Parce qu'un jour, mon oncle ne sera plus là pour supporter l'entretien qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça sera quelque chose à surveiller. C'est un bon point. Ça peut coûter cher d'entretien. Ouais. Ça, c'est le point à surveiller sur ce type de véhicule-là. Ouais. Mais à 106 000 km, on s'entend pour dire qu'elle est presque neuve, cette voiture-là? Oui. Ouais, définitivement qu'elle est à l'état neuf, je suis certain. Ah oui, puis elle peut faire encore très, très longtemps. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Merci. C'est déjà tout. Déjà tout. On se revoit la semaine prochaine. Au plaisir, Dan. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag. On se reparle la semaine prochaine pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Et par les centres d'inspection technique CAA Québec.